Geneviève Montillet, cette femme a-t-elle du cœur, un peu de cœur, ou n'est-elle que perversité de la tête aux pieds? Songez qu'elle a voulu faire assassiner son premier mari, et qu'après l'avoir quitté, elle a voulu faire assassiner son nouveau compagnon, et qu'elle a demandé à ses propres enfants de faire le sale boulot. 2 jumeaux, 2 garçons un peu paumés qu'avant cela, elle avait opportunément laissé s'enfoncer dans la drogue. Des enfants qu'elle a chargés au procès pour se disculper elle-même. C'était leur idée, c'était pas la sienne. Ce qui est grave chez Geneviève Montillet, ce n'est pas seulement qu'elle ait commandité le meurtre de son compagnon. Non, ce qui est grave, c'est qu'elle a utilisé ses enfants, manipulé ses fils au point qu'ils ne veulent plus jamais la voir. 1er novembre 92, jour de la Toussaint à Juan-les-Pins, sur la Côte d'Azur. Éric de Vriend quitte sa résidence. Il est 18h50. Éric a 35 ans. Il est dépressif et de santé fragile. Et sa compagne lui a dit que ça lui ferait du bien de prendre l'air, d'aller faire un tour en vélo. Alors il a pris son courage à 2 mains et il a pris la route sinueuse du Cap d'Antibes. Soudain, il est violemment percuté par une voiture. Et le conducteur prend la fuite. Éric de Vriend est transporté à l'hôpital d'Antibes dans un état critique. Pour le commissariat voisin, c'est un banal accident de la route avec délit de fuite. Ce dossier est sur une pile, comme parmi tant d'autres, de centaines d'autres d'ailleurs. Rien d'anormal, mis à part qu'il s'agit d'un véhicule en fuite, mais comme aucun élément ne permet d'identifier ce véhicule, aucune trace, aucun indice, aucun témoin visuel. Donc même avec une boule de cristal, il était impossible de pouvoir se diriger sur une piste quelconque d'un véhicule quelconque. Les indices que les policiers recueillent sur les lieux de l'accident ne les mènent pas bien loin. Je remarque des débris de verre à l'endroit exact de l'accident. Donc je m'en saisis pour être mis sous scellé. Malheureusement, on constate que sur ces débris de verre, aucune gravure d'inscription, de marque ou de numéro de série de phare qui aurait pu permettre l'identification au moins de la marque du véhicule. Dans ce quartier huppé et résidentiel, il n'y a aucun témoin direct de l'accident. Seul un voisin a entendu un choc violent. Il n'a pas pu voir le véhicule, mais il nous affirme qu'en tant qu'électromécanicien de son métier, il était sûr de la marque du véhicule par rapport au bruit du moteur. Je crois qu'il nous signale à l'époque une Simca Talbot. Donc nos recherches sont faites dans le secteur parce qu'il rajoute que ce véhicule passe assez fréquemment le soir dans ce secteur. Cette piste ne donne rien. Les policiers passent à d'autres affaires. À l'hôpital, Éric de Vriend, lui, est dans un état semi-comateux. Quand j'avais été appelé donc ce jour-là en réanimation pour venir le voir pour le prendre dans le service, il a été du premier pratiquement au dernier jour tel qu'il était, c'est-à-dire un patient donc qui était dans un état ce qu'on appelle végétatif. Donc un patient donc qui respire tout seul, qui est capable donc de rester comme ça des heures et des heures tel qu'on le met, tel qu'on le pose, sans émotion particulière. Geneviève Montillet, sa compagne, est à son chevet tous les jours. Elle s'occupait beaucoup de son mari, non seulement donc par ses questions et par en effet sa présence. Il lui arrivait de donner à manger ou de rester des après-midi ou d'amener ses enfants. Elle avait amené une fois ou deux sa petite fille ou des choses comme ça. Donc oui, elle était présente. On peut dire que c'est une personne qui était présente. Au bout de 2 mois d'hospitalisation, Geneviève Montillet décide de ramener son mari à la maison. Il est dans un état végétatif, mais elle veut être à ses côtés en permanence. Il rentre donc. Mais le 15 janvier, 4 jours seulement après sa sortie d'hôpital, Éric de Vriend décède. Alain Chemama, vous à l'époque, vous êtes l'avocat de la mère, la maman d'Éric. Dans quelles conditions est-ce qu'elle apprend la mort de son fils? C'est un véritable coup de tonnerre qui s'abat sur elle.
lorsqu'elle reçoit un appel de Madame Montillet qui lui annonce tout à la fois la mort de son fils, le fait qu'il ait été incinéré immédiatement après sa mort, soi-disant sur la base de sa volonté exprimée par écrit. Vous êtes en train de me dire que la maman d'Éric de Vriend apprend la mort de son fils alors qu'il est déjà incinéré? Absolument. Et de l'accident, elle n'avait pas connaissance non plus? Et de l'accident, elle en a eu connaissance juste un peu avant, mais sans qu'elle mesure la gravité de celui-ci, puisqu'elle a été tenue dans l'ignorance de l'hospitalisation dont elle a été écartée. Elle avait été totalement écartée. Comment est-ce qu'elle réagit? Elle réagit assez vite parce qu'elle comprend immédiatement, peut-être avec son instinct de mère, mais aussi avec sa raison, elle comprend immédiatement que ces événements qui se sont déroulés ne relèvent pas du hasard ou de la coïncidence, mais relèvent au contraire d'une certaine logique criminelle dont elle a la conviction quasiment immédiatement. Et qu'elle attribue à sa belle-fille. Qu'elle attribue à sa belle-fille, Madame Montillet. D'entrée. D'entrée. Mais c'est basé sur quoi, ça? Elle a le sentiment que Éric de Vriend, donc, a été plus ou moins accaparé par Madame Montillet, notamment et essentiellement pour des raisons financières, et sa conviction est faite, son fils n'est pas mort ni par hasard, ni à la suite d'un accident. La mère d'Éric de Vriend n'est pas la seule à avoir des doutes. Les assurances aussi se posent des questions. Éric de Vriend bénéficie de plusieurs contrats d'assurance vie et une énorme somme d'argent est en jeu. Alors avant de payer, les assureurs veulent en savoir plus. Ils envoient sur les lieux de l'accident un de leurs experts. C'est le fait que M. de Vriend donc, est physiquement pas un grand sportif de haut niveau, 1m80 et à peine 50 kg. Et donc c'est le critère qui déjà amène son premier doute. Et à 18h30 ou 18h45, même sur la Côte d'Azur, encore une fois, le 1er novembre, théoriquement, il fait nuit noire. Et donc un vélo de course à cette heure-là dans un chemin, c'est quand même extrêmement curieux de la part de monsieur de Vriend. Donc c'est vraiment l'élément déclencheur. Du vélo en pleine nuit. Les assureurs trouvent ça bizarre. Mais il y a plus étrange encore. On s'est aperçu en plus assez rapidement que nous étions en face ce qu'on appelle dans notre jargon, cumul de garanties d'assurance, c'est-à-dire qu'il y avait 8 contrats qui avaient été souscrits par M. Éric de Vriend, lesquels, en cumul de capitaux assurance décès, faisaient environ à l'époque pas loin de 10 millions de francs. Et les assureurs se penchent de plus près sur ces 8 contrats. Et ils découvrent des clauses pour le moins insolites. Par exemple, le capital versé double en cas de mort survenue un jour férié. Et il triple en cas d'accident de la route. Or, Éric de Vriend a eu un accident de la route le dimanche 1er novembre 92, jour férié, fête de la Toussaint. Les assureurs sont persuadés d'être face à une escroquerie. Alors ils saisissent la police qui tombe des nues. Le commissariat d'Antibes n'était même pas au courant du décès d'Éric de Vriend. Pour les policiers aussi, l'affaire devient louche. Il était bizarre aussi que Mme Montillet, concubine, ou qu'un membre de la famille, qui aurait dû être avisé par Mme Montillet, ne se soit manifesté dans nos services pour y déposer une plainte pour des blessures suite à un accident, un délit de fuite. Geneviève Montillet commence à intéresser bigrement les policiers, qui la convoquent au commissariat et découvrent une femme particulière. Madame Montillet apparaît d'une manière assez... une femme sûre d'elle. Vraiment pas attristée ou peinée de cet accident qui aurait entraîné la mort de M. de Vriend. Sûre d'elle. Elle explique qu'Éric de Vriend avait une santé fragile et qu'il avait fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. C'est pour ça, dit-elle, qu'il a souscrit autant d'assurances décès pour protéger sa compagne et sa petite-fille. L'argument tient la route. Les policiers réentendent les assureurs qui n'ont rien de plus que leurs doutes.
On est sorti très inquiet, très déçu, en disant visiblement c'est pas bien parti. Dans le dossier, a priori, malgré les éléments, nous allons devoir certainement faire face à une décision de justice qui va nous être défavorable, décision de justice qui va nous dire monsieur l'assureur, vous n'avez pas apporté la preuve irréfutable que nous sommes en présence d'un homicide volontaire, nous sommes en présence d'un accident de la route, il y a des circonstances qui sont peut-être un peu troublantes, mais en tout cas votre garantie est acquise et donc vous devez payer les indemnités. Mais devant la somme en jeu, 10 millions de francs, 1,5 million d'euros, les assureurs s'accrochent. Ils font expertiser les 8 contrats par un graphologue. Les contrats d'assurance en question n'ont pas tous été souscrits par M. De Vriend, mais certains ont été souscrits par Mme Montillet en imitant la signature de M. De Vriend. Éléments supplémentaires qui nous ont donc convaincus que nous n'étions pas en face d'un dossier normal, original. La mère d'Éric de Vriend et les compagnies d'assurance ont donc des doutes. Ils portent plainte et le procureur de la République décide, le 23 février 1993, d'ouvrir une information judiciaire pour assassinat. Les policiers vont notamment se pencher sur ce moment où Éric de Vriend, qui est dans un état végétatif à l'hôpital, rentre chez lui à l'initiative de sa compagne. Très curieuse, cette décision. Ça se passe 2 mois après l'accident. Éric de Vriend est toujours à l'hôpital dans un état végétatif, stationnaire. Les services sociaux ont proposé à Geneviève Montillet un placement dans un centre de rééducation. Mais curieusement, elle annule le séjour et insiste pour récupérer son compagnon chez elle pour s'en occuper. Éric respire sans assistance, il peut s'alimenter, mais il est très faible, sous perfusion, et nécessite la visite d'un kiné et d'une infirmière 2 fois par jour. Quand je signe les papiers le matin, donc les ordonnances de sortie, des choses comme ça, on est dans un contexte d'hospitalisation à domicile. Pour moi, ce patient quitte une structure pour entrer dans une autre structure. Il n'y a pas de rupture de la continuité des soins. Le dispositif d'hospitalisation à domicile sera opérationnel le 15 janvier. Mais le 11 janvier, Geneviève Montillet organise le départ précipité d'Éric, à 18h, en dehors des horaires de sortie habituels. Elle appelle elle-même une ambulance privée et rapatrie son compagnon sans assistance médicale, ce que les médecins n'auraient jamais autorisé. La première infirmière ne se présente à domicile que 4 jours plus tard. Éric ne va pas trop mal, mais en fin de journée, elle est rappelée d'urgence. En arrivant, j'ai sa compagne qui m'ouvre la porte et affolée, me fait rentrer dans le salon où était aménagé son lit. Et en effet, je vois ce monsieur décédé. Tout de suite, je m'en rends compte, complètement inanimé, plus de pouls. J'ai tout tenté, essayé de voir ce qu'il en était. Et en effet, j'ai témoigné comme quoi il était décédé. Éric est mort. Or, quand il a quitté l'hôpital 4 jours plus tôt, rien ne laissait penser que ses jours étaient comptés. Ce patient, quand il a quitté l'hôpital, avait ses constantes qui étaient tout à fait normales, standards, n'était pas fébrile, n'était pas plus mal ni moins mal que quand il était rentré dans le service. C'était un patient qui était dans un état végétatif. Et la mort d'Éric de Vriend ne semble pas beaucoup affecter Geneviève Montillet. J'ai senti que cette femme était pressée dans les démarches. Une fois qu'il était décédé, il fallait rapidement avoir un médecin pour faire le certificat de décès. À la demande de Geneviève Montillet, l'infirmière appelle SOS Médecins. Le docteur Coury arrive chez Éric de Vriend à 18h pour constater son décès. Le jour même où j'ai fait le certificat, il n'y avait aucun doute. Et il s'agissait pour moi d'une mort naturelle chez un patient à des lourds antécédents médicaux. La mission du docteur Coury aurait dû s'arrêter là. Mais le lendemain matin, Geneviève Montillet vient le voir à son cabinet. Elle était assise en face, sans presque parler, avec des regards, je dirais, froids, des yeux sans vie, un visage
portant les marques plutôt de l'insouciance que de la souffrance. Geneviève Montillet a un souci. Elle voudrait qu'il rédige un autre certificat de décès, car le premier évoque un arrêt cardiaque. Et ça, c'est un problème pour les assurances, car elle doit apporter la preuve que la mort d'Éric est liée à un accident de la route. Il m'a parlé, je crois, qu'elle a besoin d'argent, que sans ce certificat, elle ne pourra pas toucher l'argent. Donc, d'ailleurs, entre parenthèses, elle est venue pour me régler ma consultation. Elle m'a dit, j'avais pas d'argent hier, aujourd'hui je ne peux que vous régler la moitié de la consultation. Geneviève Montillet suggère au docteur Coury qu'Éric a fait ce qu'on appelle une fausse route, qu'il a avalé de travers et que c'est à cause de son accident. Le médecin n'a aucun moyen de vérifier. Cliniquement, le lendemain, je ne me rappelle plus de ce que j'ai vu. Est-ce qu'elle vraiment était cyanosée? Est-ce que vraiment elle était jaune? C'était plus dans ma possibilité de pouvoir juger réellement les signes cliniques qui m'orientent vers la nature du décès. Une fausse route, pourquoi pas? Mais le docteur Coury passe quand même un coup de fil à l'hôpital. La cause qui avait été évoquée, la fausse route, est une cause qui tenait largement le pavé, sans aucun doute. Le docteur Coury rédige donc un certificat de décès par fausse route. Geneviève Montillet a enfin son document pour les assurances et un permis d'inhumer. 3 jours après la mort d'Éric, elle le fait incinérer sans qu'aucun membre de sa famille ne soit prévenu. Dominique Rizet, parlez-moi de lui, Éric de Vriente. Qui est cet homme qu'on vient d'incinérer sans amis, sans famille, comme un chien, quoi? Il est né au Japon, à Tokyo, en 1957, dans une famille extrêmement riche. Son père était un banquier. Sa mère, Jenny Topinka, était la fille d'un riche brasseur. Donc beaucoup d'argent dans la famille. Beaucoup d'argent dans la famille. En 1969, ses parents se séparent, il a 12 ans. Il revient avec sa mère en France, vit un temps sur la Côte d'Azur, s'installe à Paris. Études, service militaire. C'est un garçon banal, un jeune homme banal, sans relief. Ceux qui l'ont connu le décrivent comme naïf, gentil, serviable. C'est surtout quelqu'un qui a des problèmes psy depuis l'enfance. Il est maniaco-dépressif et il souffre d'un dédoublement de la personnalité et ça se manifeste parfois par des actes de violence. Il va effectuer plusieurs séjours en psychiatrie et c'est là qu'il rencontre Geneviève Montillet. Parce que son job à elle, c'est de louer des téléviseurs à des gens qui sont hospitalisés. Quand il sort de l'hôpital psychiatrique, elle s'installe avec lui dans son appartement à Pantin, porte de Pantin à Paris, et elle a 40 ans, il en a 28. La mère d'Éric de Vriente décide de couper les liens. Elle ne l'alimente plus financièrement parce qu'elle ne cautionne pas cette liaison qu'il a avec Geneviève Montillet. Alors là, il va se mettre à faire des petits boulots pour vivre, de gardiennage. En 1987, ils s'installent tous les deux, Geneviève Montillet et lui, sur la Côte d'Azur. Elle a 42 ans, elle est enceinte. Et elle va donner naissance à leur fille, Emmanuelle. Les mauvaises langues disent que, comme ils n'étaient pas mariés, elle et lui, elle a eu cet enfant pour s'assurer que l'héritage ne lui échapperait pas. Lui, à cette époque-là, il fait de plus en plus de séjours en psychiatrie. Son cas est de plus en plus grave. D'ailleurs, il passe quasiment tout son temps dans les hôpitaux. Et en 1991, son père meurt. Il lui lègue un magnifique héritage. La mère d'Éric de Vriente, de peur que Geneviève Montillet capte cet héritage, demande à ce que son fils soit placé sous curatelle. Et ça va être le début de la séparation entre Éric de Vriente et sa famille. Et 2 ans plus tard, le 15 janvier 1993, il meurt. Il a 36 ans. À ce stade de l'enquête, les policiers sont intimement convaincus que Geneviève Montillet est responsable de la mort de son compagnon. Mais ils n'ont aucune preuve. C'est frustrant parce que la certitude de tenir une coupable, mais il est vrai que dans une infraction, il faut tous les éléments constitutifs et l'élément matériel vraiment nous échappent. Tranquillement, le dossier s'achemine donc vers un non-lieu. On rappelle que l'accident d'Éric de Vriente remonte à novembre 92. Il meurt en janvier 93.
sur la base des doutes de la mère et des compagnies d'assurance, pendant 3 ans, 93, 94 et 95, les policiers enquêtent. Et puis pendant 3 ans, 96, 97, 98, il ne se passe rien. Aucun acte d'instruction. Le dossier est complètement enterré. En 1998, une nouvelle juge d'instruction est nommée, à Grasse, Véronique Maugendre. Tout le monde s'attend à ce qu'elle décide de refermer le dossier de Vriente, en prononçant un non-lieu. Elle relit au contraire les 15 tomes du dossier et elle a la conviction qu'il s'agit d'un meurtre. Elle décide donc de relancer l'enquête et demande à la police judiciaire de Nice de s'intéresser de près à Geneviève Montillet. Une femme curieuse, cette Geneviève Montillet. Née en 1945, elle a été abandonnée par ses parents dans la région de Roubaix. Elle a été placée dans des foyers, chez des familles, dans des foyers, et elle a gardé un très mauvais souvenir, parce que pour elle, c'était... elle se souvient de dames qui lui donnaient des douches froides, etc. Donc, très désagréable. À 4 ans, elle est adoptée par une famille bourgeoise qui ne peut pas avoir d'enfants. Et elle grandit dans un milieu aisé. Elle y reçoit l'éducation d'une petite fille modèle, cours de danse classique, première communion, vacances au bord de la mer. Le fait d'avoir vécu toute son enfance, son adolescence dans une famille riche, certainement ça lui a donné le goût de l'argent. Et donc c'est vrai que ça a été son objectif et son souci numéro 1, ça a été l'argent, effectivement. Un goût prononcé pour l'argent que René Desmulliers, son premier mari, n'a pas tardé à remarquer. Ils se sont rencontrés au lycée. Moi j'étais assez fort en français, elle forte en mathématiques, donc on était un peu complémentaires, voilà. C'est comme ça qu'on est parti dans la vie. On s'est plu, on a été amoureux, vraiment, assez rapidement. Il donne naissance à des jumeaux, 2 garçons, Fabrice et Valérie. Et René découvre vite l'intérêt de sa femme pour l'argent. Elle aimait l'argent, elle aimait le luxe. C'était une femme qui avait du goût. Donc elle faisait beaucoup les magasins et les jumeaux, quand ils étaient tout petits, ils étaient déjà habillés en marque, Lacoste, etc. Voilà. Elle aimait l'argent, elle n'en avait pas assez. Et moi j'étais cadre, je gagnais bien ma vie, mais insuffisamment malgré tout. Après 19 ans de vie commune, Geneviève Montillet décide de divorcer. Elle quitte son mari et ses enfants pour aller s'installer avec le jeune et riche Éric de Vriente, qui a 10 ans de moins qu'elle. Elle m'a dit « je veux divorcer, j'ai rencontré un homme ». Et cet homme, elle me l'a décrit d'une façon assez bizarre. C'est un homme très riche, il était d'une grande famille, il avait une Ferrari. Pourquoi tous ces détails, à quoi ça servait? Et elle me l'a dit plus tard, en fait c'était pour m'assommer, quoi, hein, pour bien me montrer que je ne faisais plus le poids en quelque sorte. Au bout d'1 an, Geneviève et Éric s'installent sur la Côte d'Azur. Ils ne se marient pas, mais ils ont une petite fille, Emmanuelle. Éric de Vriente est dépressif et enchaîne les séjours en hôpital psychiatrique. Sa santé mentale se dégrade. Mais Geneviève Montillet s'occupe de tout. Les jumeaux, Valérie et Fabrice, vivent maintenant avec eux, sur la côte. À l'adolescence, ils tombent dans la drogue, jusqu'à prendre de l'héroïne, ce qui ne semble pas inquiéter Geneviève, bien au contraire. Elle nous achetait de la drogue, et nous, comme on se droguait pas mal, il fallait qu'on aille en acheter, ça coûte très cher, donc on l'a dealé. Donc elle nous gardait les bonbonnes, et on allait les vendre. Et elle se faisait sa petite part de bénéfice aussi. Elle a obéré complètement dans leur esprit ce que pouvait être l'amour maternel, puisque c'était une très bonne mère. Elle les maintenait dans leur dépendance. Au lieu d'avoir le réflexe inverse qui est plutôt habituel, c'était un réflexe allant et accompagnant la toxicomanie de ces jeunes. La dépendance des jumeaux devient vite pour Geneviève un formidable moyen de pouvoir. Ils sont à sa merci et elle fait aussi en sorte qu'ils coupent les ponts avec leur père. Elle déménage sans lui laisser d'adresse. Alors, après quelques mois sans nouvelles de ses fils, René se rend au commissariat d'Antibes.
Le commissaire me voit, il me dit « Vous vous appelez Desmulliez ?»« Oui. »« Est-ce que vous êtes parent avec des jumeaux du même nom ?» Et je lui dis « Oui, mais ce sont mes fils et je suis ici pour avoir de leurs nouvelles. » Alors il a vu que j'ignorais tout de la situation et puis avec beaucoup de tact, il m'a dit « Écoutez, désolé de vous dire ça, mais vos fils sont des toxicos notoires et puis voilà, ils vivent dans un squat et ils sont déscolarisés depuis longtemps et en fait c'était devenu... c'est dur pour moi de dire ce mot, mais il n'y en a pas d'autre. À l'époque, c'était devenu vraiment des voyous. » Fabrice et Valérie passent leur journée dans un squat d'Antibes, tout près du luxueux appartement de leur mère. René Desmulliez comprend alors que Geneviève Montillet lui a adressé chaque trimestre de faux bulletins de notes pour continuer à toucher la pension alimentaire. Elle ne m'a jamais contacté pour me dire « Au secours, les jumeaux ont mal tourné ». Et ça, c'est incompréhensible. Il faut vraiment qu'elle soit elle-même pas équilibrée pour avoir adopté une situation pareille vis-à-vis de ses fils. Fabrice, vous êtes l'un des fils de Geneviève Montillet, l'un des 2 jumeaux. Je voudrais qu'on revienne sur votre adolescence. Pourquoi est-ce que vous êtes partis de la maison, vous et votre frère? Parce que on faisait des larcins, un petit peu de larcins, on volait un peu. Ma mère en avait marre aussi un petit peu de nous, de tout ça, quoi. Vous étiez en conflit permanent avec votre mère? Toujours. Elle nous vire parce que on se drogue, voilà. Et puis comme je vous dis, elle nous reprend une fois qu'elle voit qu'on peut lui apporter des bijoux, qu'elle peut se faire de l'argent avec nous. Et puis quand elle vous supporte plus, elle vous renvoie à la rue? Voilà, dans un squat, où on a vécu beaucoup dans un squat. Comment est-ce que vous définiriez les relations que vous aviez avec votre mère? D'abord, est-ce qu'elle vous aimait? Non, j'ai pas vraiment l'impression qu'elle nous aimait. Elle nous gardait avec elle pour pas mal de raisons, pour son bien personnel, par rapport à mon père, la pension alimentaire, enfin que pour elle, quoi. Elle nous gardait parce qu'elle se faisait de l'argent avec nous, voilà. Mais est-ce qu'elle avait envers vous des attentions de maman, genre bisous dans le cou, genre câlin? Ça a duré jusqu'à ce que mon beau-père arrive. À partir de 14 ans, une fois qu'on est arrivé sur la côte, que mon beau-père était avec ma mère et jaloux de nous, non, ça allait plus du tout. Quelles étaient vos relations avec lui? Mes relations avec lui, c'était un homme qui frappait ma mère, quand même, qui était en hôpital psychiatrique toute la semaine et qui revenait le week-end. D'ailleurs, on a assisté à certaines scènes de violence quand on était jeunes. Donc, non, notre beau-père, relation... Ça a été jusqu'au jour, en fait, où on a commencé à lui dire « arrête de frapper ma mère », ce qu'elle nous faisait croire toujours, que mon beau-père continuait à la frapper alors qu'il avait un traitement de cheval, il prenait du lithium ou je sais plus quoi, et qu'il était doux comme un agneau. Mais ce que vous êtes en train de dire, Fabrice, c'est qu'au début, votre beau-père était violent, et qu'ensuite, elle vous a fait croire qu'il était violent pour vous manipuler. Voilà, elle nous a fait croire qu'il redevenait violent. Et là, elle vous a menti. Complètement. En 98 donc, 5 ans après la mort d'Éric de Vriente, l'enquête redémarre. Menée cette fois par la police judiciaire de Nice, à l'initiative d'une juge d'instruction qui croit à un assassinat. Et pour dire les choses clairement, qui croit qu'il a été assassiné par sa compagne, Geneviève Montillet, pour empocher les 10 millions de francs, 1,5 million d'euros, des 8 contrats d'assurance décès. En attendant, Madame Montillet, elle, n'a toujours pas touché son argent et elle n'est pas prête de le toucher. Car le commandant bloc de la crime de Nice ne va pas lui faire de cadeau. 6 ans après les faits, il décide de placer tout le monde sur écoute. Geneviève, son premier mari et les jumeaux, Fabrice et Valérie. En espérant que les langues se délient au téléphone avant une convocation générale programmée dans quelques semaines. En programmant des auditions de ces personnes, je savais qu'on allait remettre au goût du jour l'ancien dossier qui s'éteignait et que ça permettrait peut-être d'avoir la chance d'entendre des bribes de conversation concernant ce vieux dossier.
Mais Geneviève Montillet connaît bien les techniques des policiers. Et elle reste très prudente. Quand on l'entendait au départ, elle prenait ses précautions, elle disait à tout le monde de ne pas parler au téléphone. Elle le disait à ses fils, elle le disait à son ancien mari, donc c'était pas si évident que ça de les faire parler. Ce dont les policiers vont se rendre compte rapidement, c'est que Geneviève Montillet reste obsédée par l'argent des assurances. Geneviève Montillet n'attendait qu'une chose, c'est de récupérer l'argent des assurances. Et ça a été la première chose dont on a eu connaissance. Elle harcelait les assurances pour savoir quand elle allait être payée des sommes qui, théoriquement, lui revenaient. Ça, c'était important pour elle. Elle nous disait ça y est, les enfants, vous avez plus de soucis à vous faire, vous serez riches, vous inquiétez pas, vous allez vivre bien maintenant. Au bout de 4 mois, les policiers perdent espoir. Les écoutes ne donnent rien et ils sont sur le point d'abandonner la partie. Quand le 8 juillet, ils interceptent une conversation surprenante entre Geneviève Montillet et sa voisine. La vieille dame a servi d'alibi à Geneviève Montillet le jour de la mort d'Éric. Et à la veille de son audition, ils l'entendent se faire dicter mot pour mot ce qu'elle doit dire aux policiers par Geneviève Montillet. Vous direz que vous êtes venu avec moi, que vous êtes venu chez moi, qu'on a vu Éric de Vrienne vivant. Vous l'avez très bien vu, hein, il vous a fait un signe. On est partis ensemble à l'hôpital. À l'hôpital, ensuite, on a fait chacune ce qu'on avait à faire. Et lorsque nous sommes revenus, à ce moment-là, vous avez vu, ensemble, on a vu qu'Éric était mort. Une semaine plus tard, les policiers interceptent la conversation qu'ils attendaient. C'est un coup de téléphone entre Valérie, l'un des jumeaux, et son père. À l'époque, je me souviens encore de cette conversation où il lui dit « ce que ta mère t'a fait faire est ignoble ». Enfin, c'est ce genre de terminologie qui est utilisée dans une très très longue conversation. Et une phrase au moins devenait capitale, il disait « l'individu que ta mère a fait recruter pour renverser Éric, c'était suffisamment précis ». Ça devenait tangible, palpable. Après autant de temps, je ne me serais jamais dit que nous étions encore sous écoute téléphonique. Je me dis, il faut que j'en parle à mon père, c'est trop lourd. Il fallait vraiment que j'en parle à quelqu'un. Et je me mets à éclater en sanglots. Et je lui explique tout. Moi, je me doute très bien que c'est Fabrice, accompagné d'un autre ami et de ma mère. Donc, que c'est tous les trois qui ont fait tout ça, qui ont participé à l'assassinat. Mais René Desmulliers ne dénonce pas son fils Fabrice, même s'il comprend qu'il est complice de l'assassinat d'Éric de Vrienne. Il était mort. Et que faire, hein? Si je disais quoi que ce soit, si j'allais trouver la police en leur disant... c'était impossible pour moi d'aller trouver la police. Comment j'aurais pu le faire, hein? J'ai impliqué directement Fabrice, et puis finalement, ça servait à quoi? Ça servait plus à rien, hein? Il était mort, je n'avais plus à protéger un mort, hein? Donc j'étais coincé en fait. J'étais coincé, il fallait encore une fois que je protège Fabrice. Fabrice, en 1998, les écoutes téléphoniques révèlent que vous êtes impliqué, vous, dans la mort d'Éric de Vrienne. C'est votre mère qui vous l'a demandé. Vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, ça? Alors, parce que vers 17 ans, je volais des voitures. Et donc, elle a commencé à monter un plan pour des assurances vie, nous faire croire qu'il était violent et que c'était soit elle, soit lui qui allait mourir. Elle vous demande de l'aider à éliminer Éric de Vrienne. Elle me dit il faut que tu voles une voiture, il faut qu'on monte un coup et il faut absolument que tu l'écrases au Cap d'Antibes. Il faut que tu prennes une voiture volée et que tu ailles le tanker, comme on dit, au Cap d'Antibes. Votre frère Valérie refuse de faire cela. Oui. Vous acceptez, vous. Pourquoi, alors que vous êtes si proches et si ressemblants?
Parce que moi, j'ai beaucoup plus d'attache avec ma mère que mon frère. Moi, comme je vous dis, elle me manipule beaucoup, elle me rappelle des souvenirs. Au début, vous refusez? Au début, à chaud? Oui, bien sûr. Je refuse de tuer mon beau-père. Il est hors de question. Mais ensuite, elle va encore plus loin. Elle me propose 1 million de francs. Je voudrais que vous me disiez, d'après vous, quelle est la part de la drogue, quelle est la responsabilité de la drogue dans cette docilité qui est la vôtre à l'égard de votre mère? Elle est énorme. Elle est énorme. Parce qu'elle sait très bien qu'en me droguant, en me proposant 1 million de francs, en me disant que j'ai pas toute ma tête. Je me drogue énormément. Vous êtes shooté complètement? Complètement. On n'a plus les idées claires. Et on a 17 ans, on est tout jeune quand même. Donc on n'a pas la réflexion de quelqu'un de 20 ou 25 ans. Donc ouais, elle nous manipule complètement et puis voilà. Grâce aux écoutes, l'enquête a fait un bond. Le 19 janvier 1999, André Bloch peut enfin placer Geneviève Montillet et ses fils en garde à vue. Les assurances étaient prêtes à payer. On était à l'échéance. Les assurances allaient régler Madame Montillet. André Bloch décide stratégiquement de placer également René Desmulliers, son ex-mari, en garde à vue. Et je savais que l'arrivée, et bien entendu ça avait été calculé et fait exprès, l'arrivée de l'ancien mari de Geneviève Montillet pouvait la déstabiliser ou en tout cas la surprendrait. Et c'est vrai que ça s'est un petit peu passé comme ça, parce qu'on était passé devant mon bureau exprès. Lorsqu'elle a vu son ancien mari en garde à vue, je crois que ça a eu en tout cas un effet psychologique important sur elle. La présence de René Desmulliers va aussi déstabiliser son fils Valéry, qui craque en premier. Donc sur le moment, je nie un petit peu, moi quand même. Et au bout d'un certain moment, ils me disent « Mais arrête Valéry, arrête, on sait très bien, on connaît tout. Des gens de ta famille, on te dit pas ça pour te prendre au vice. Des gens de ta famille nous ont raconté l'histoire. Toi-même, tu as raconté l'histoire à quelqu'un de ta famille. » Et là, je comprends que vu que je l'avais raconté à mon père a dû raconter. Et là, je craque et je dis « Oui, bon, c'est vrai, je sais telle chose, telle chose, telle chose. » Face aux policiers, Fabrice, son frère jumeau, ne résiste pas non plus très longtemps. Il avoue qu'à la demande de sa mère, il a recruté un copain, Yann, pour percuter Eric en voiture. Fabrice, en garde à vue, vous passez tout de suite aux aveux. Pratiquement. Et vous racontez tout de suite comment tout s'est passé, quoi. Bien sûr. Parce que quand je me fais arrêter, j'ai un certain âge. J'ai 21 ans, donc de 17 à 21, j'ai quand même vachement mûri. Et puis là-dedans... Et ça commençait à travailler énormément, bien sûr. Et j'ai commencé à apprendre des choses qui n'étaient pas du tout vraies. Qu'il était encore méchant, c'était pas vrai du tout, il était plus méchant. Donc... J'ai compris que c'était vraiment une manipulation du début à la fin. Donc autant lâcher le morceau... Mais même pour ma conscience, c'est incroyable ce que ça fait du bien. Alors vous leur expliquez que, bon, certes vous avez joué un rôle, mais ce n'est pas vous qui conduisiez la voiture. C'est votre copain. Oui. Alors ça, c'est parce que moi, ça, j'ai pas accepté d'être dans la voiture. Je me sentais pas de le faire. J'avais pas le courage. Il était hors de question que je tente quelqu'un à 80 km/h en vélo. Il était hors de question. Donc vous expliquez aux policiers que c'est Yann qui conduisait la voiture, que c'est vous qui l'avez recruté? Que c'est moi qui l'ai recruté, que c'est lui qui fait le coup et que moi, j'étais pas dans la voiture. Vous savez évidemment qu'en avouant, vous risquez gros. Ah oui, mais je le sais depuis longtemps. Je sais depuis longtemps que je vais me faire arrêter. Et que vous irez en prison? Je le savais. Donc vous savez, au moment où vous avouez, que le soir même, vous dormirez en cellule? Oui. Accusé de complicité de meurtre, ce qui n'est pas rien. Exactement. Fabrice et Valéry viennent de lâcher le morceau. Mais les policiers ne sont pas au bout de leur surprise, car dans le bureau d'à côté, leur père, René Desmulliers, l'ex-mari de Geneviève Montillet, leur raconte une histoire passionnante. Lui aussi a failli être assassiné par Geneviève.
Ça remonte à février 1985. À l'époque, René Desmulliers était directeur des ventes pour une société japonaise. Il travaillait porte de la Chapelle à Paris. Un soir, il a quitté son bureau, traversé son parking comme d'habitude, sans se douter qu'il venait d'échapper à un assassinat. Quand je suis arrivé à la maison, elle est arrivée en même temps que moi, et assez surprise de me voir là. Et en même temps, alors qu'il y avait quelques minutes qu'on était dans le hall d'entrée tous les deux, le téléphone sonne. C'est le commissariat du 18e, à Paris. Les policiers veulent le voir tout de suite. Ils m'ont appris brutalement que Geneviève avait tenté de m'assassiner, voilà. Qu'elle avait passé un contrat sur moi. Ça semblait tellement surréaliste que je ne pouvais pas y croire. Parce que rien ne laissait supposer ça. Absolument rien. Et un des trois policiers s'est levé, m'a emmené dans une pièce à côté. Enfin, il a entrouvert une porte. Il m'a demandé si, en me présentant à un jeune garçon qui attendait sur une chaise, il m'a demandé si je le connaissais. Et je lui ai dit non, bien évidemment, je ne le connais pas du tout. Et il m'a dit parce que c'est le jeune homme qui était censé vous assassiner. Voilà. Donc ma surprise était énorme, c'est évident. Ce jeune homme, c'est un certain Dimny, chômeur. Il a répondu à une petite annonce passée par Geneviève Montillet. Elle cherchait un coursier. Mais en fait, elle lui a proposé un tout autre marché. Abattre son mari contre la somme de 300 000 francs, 45 000 €. Il devait agir un soir à la sortie de son travail. Mais 3 jours avant la date fixée, Dimny a craqué et il s'est rendu au commissariat pour dénoncer le plan de Geneviève Montillet. Il est alors devenu l'appât des policiers. Donc nous lui avons dit de marcher dans la combine pour voir jusqu'où elle irait. Évidemment sous notre surveillance et à chaque fois nous prévenir à chaque fois qu'elle téléphonait. Les policiers n'ont pas lâché Dimny jusqu'au jour J. Et en écoutant son téléphone, ils constatent que Geneviève Montillet maintient son contrat sur son mari. Nous allons l'appréhender donc à son domicile, une villa à Saint-Witz, belle villa d'ailleurs, bien meublée, meublé laqué chinois même. Et donc nous la ramenons donc au commissariat du 18e. Là, au début, bien sûr, elle nie, mais devant les aveux de Dimny, sa déclaration et tout, donc elle passe aux aveux, donc complets. Elle raconte qu'elle ne s'entend pas avec son mari depuis plusieurs mois, qu'elle a un amant et qu'elle a pensé donc faire sa vie donc avec son amant. Mais comme son mari ne voulait pas divorcer, il n'était pas question de divorce, elle avait donc décidé de le tuer. Elle a dit que je la gênais, en fait. Et comme elle imaginait que ce divorce me faisait souffrir, ça c'est authentique ce que je vous dis, hein, ça sort de sa bouche. Comme elle imaginait que j'aurais souffert et mal supporté ce divorce, eh bien finalement, il valait mieux que je meure. Le plus naturellement du monde. En fait, c'était un assassinat très altruiste. René Desmulliers se retrouve face à un choix cornélien. S'il dépose plainte, sa femme dormira en prison. S'il abandonne les poursuites, elle rentrera à la maison comme si de rien n'était. J'ai choisi de faire en sorte que les jumeaux ne soient pas traumatisés en sachant que leur mère était en prison. Hein. Ils n'auraient jamais compris, ils étaient trop petits, ils avaient 10 ans. Voilà, donc on est revenu. Elle était en larmes, elle n'a pas prononcé un mot dans la voiture jusqu'à ce qu'on arrive chez nous. Et elle n'a plus prononcé un mot pratiquement pendant 4 ou 5 mois, jusqu'à ce qu'elle me dise qu'elle voulait divorcer. Dominique Rizet, comment se fait-il que cette affaire n'ait pas eu de suite judiciaire et que Geneviève Montillet n'ait pas été inquiétée? D'abord parce que son mari n'a pas porté plainte. Même si c'est étrange, c'est son droit le plus absolu. Deuxièmement, et ça c'est beaucoup plus surprenant, parce que le parquet, le procureur de la République, n'a pas décidé de poursuivre Geneviève Montillet. Pourtant, il y avait matière à. Elle aurait pu être poursuivie pour tentative d'assassinat. Il y avait des éléments constitutifs du délit, du crime. Et il y a aussi ses aveux. C'est quand même pas n'importe quoi. Et curieusement, eh bien, la justice ne poursuit pas. Deuxième réponse. Pourquoi cette affaire n'a-t-elle pas eu de suite? Eh bien parce qu'elle ne figure pas au casier judiciaire de Geneviève Montillet. Son casier judiciaire est vierge. La seule trace
qui existe de cette affaire, c'est cette procédure judiciaire qu'on a retrouvée, qui existe et qui est au commissariat de Roubaix. À l'époque, en 85, on appelait ça la pelure. C'était le double de la procédure. C'est la seule trace qui reste de cette histoire. C'est la seule trace. Donc c'est la seule chose qui est archivée. Et cette procédure, elle a été rédigée pour acte préparatoire exécuté pour la commission d'un meurtre non suivi d'un commencement d'exécution. Ça, c'est important. Pour une meilleure compréhension, il faut comprendre que la loi distingue entre les actes préparatoires et l'exécution. Ce qui veut dire qu'entre avoir l'intention de faire les choses et faire les choses, il y a un monde. Je m'explique. Acte préparatoire, ça n'est pas punissable. Donc la justice a dit, en l'occurrence, que c'était simplement des actes préparatoires et qu'il n'y avait pas de commission des faits, ce qui est vrai. Et comme Geneviève Montillet est vraiment dans son jour de chance, va s'ajouter à ce vide juridique un problème de compétence des procureurs de la République. Écoutez bien, il y a 3 procureurs dans cette affaire. Le procureur de Lille, puisque l'homme recruté pour tuer habite Roubaix. Le procureur de Paris, puisque les faits, le meurtre devait être commis à Paris. Et le procureur de Pontoise, parce que Geneviève Montillet, à l'époque, habite Saint-Vitz, dans le Val d'Oise. Or, ces 3 procureurs vont se rejeter la balle, jusqu'à ce que l'un d'eux soit quand même saisi, celui de Lille, et il va classer sans suite. La bonne nouvelle, c'est que cette affaire a mis en lumière un manquement au niveau de la législation et qu'aujourd'hui, l'affaire Montillet est devenue un cas d'étude à l'École nationale de la magistrature. Pendant 4 mois, René et Geneviève vont continuer à vivre ensemble comme un couple presque normal. Je dormais à côté d'elle, oui, ça peut vous paraître bizarre, mais le lit était très large. Hein, je ne faisais que dormir dans le même lit qu'elle, en fait. Hein. Mais que croyez-vous, je n'arrêtais pas de me poser des questions. Hein. Je savais que j'habitais encore avec quelqu'un qui avait tenté de m'assassiner. C'est donc finalement Geneviève qui demande le divorce pour partir vivre avec Éric de Vriente. René Desmulliers n'est pas au bout de ses surprises. Son épouse n'a pas seulement tenté de le tuer avant de le quitter, elle a aussi dilapidé son argent. Quand elle est partie, eh bien, j'ai vu le désastre financier. On avait des économies et elles ont disparu. Je me suis retrouvé, comme on dit vulgairement, une main derrière, une main devant, hein, en fait. J'avais beaucoup de dettes. Et bon, je m'en suis sorti un peu à la fois parce que je gagnais bien ma vie, mais je n'avais plus d'économie, je n'avais plus rien du tout. En fait, j'avais un trou d'à peu près, à l'époque, 200 000 francs. Geneviève Montillet a mis son mari sur la paille et elle l'a quitté pour aller vivre avec Éric de Vriente, un nouveau compagnon qu'elle a très vite l'intention de tuer. Mais cette fois-ci, elle veut faire ça en famille. Ce sont ses fils de 11 ans qui seront chargés de le liquider. Ça tombe bien, ils ont reçu chacun une carabine à plomb pour Noël. Ma mère nous dit, aujourd'hui, vous allez aller avec Éric dans la forêt, vous allez chasser les petits oiseaux, vous allez regarder un petit peu partout, comme si de rien n'était, et vous vous arrangez entre vous, il y en a un de vous deux qui lui tirera dessus. On a des petits regards complices avec Fabrice. On est quand même sous une extrême tension, croyez-moi. Et on chasse les oiseaux, donc. Et moi, j'ose pas. Je sais que je le ferai pas. Je sais que je n'oserai pas. Donc moi, je tire à droite à gauche, des petits plombs sur des oiseaux à droite à gauche. Et je vois Fabrice, il me regarde. Et là, il prend sa carabine, hop, il suit un oiseau, et arrivé vers la tête du beau-père, hop, il tire. Et d'un seul coup, on voit notre beau-père faire « aïe » et s'effondrer par terre. Là, Fabrice jette la carabine à plomb et s'en va en courant, en pleurant. Éric de Vriente n'est que légèrement blessé. Il veut croire que ça n'est qu'un accident. Et la mère rassure ses fils. Vous avez fait ce que vous pouviez, ça n'a pas marché, mais ne dites rien. Ce que tu as dit, Fabrice, au policier, c'est très très bien. Il faudra toujours dire ça, quoi qu'il arrive. Si un jour vous êtes réinterrogé, il faudra toujours dire la même chose. C'est très bien ce que vous avez fait.
Bruno Albouy, vous êtes vice-procureur à Grasse à l'époque. L'instruction sur la mort d'Éric de Vriente a démontré que par 2 fois, Geneviève Montillet a voulu se débarrasser de ses compagnons. Qu'est-ce que vous avez appris d'autre sur elle? Nous avons appris que Madame Montillet avait commis une escroquerie au préjudice de la caisse de retraite de son père. Son père était décédé et Madame Montillet n'a pas déclaré ce décès, a continué à remplir, en imitant la signature de son père, Madame Montillet a continué à remplir les documents et a donc perçu indûment les sommes que percevait son père. Pendant longtemps? Pendant plusieurs années, 2-3 ans. C'est une véritable escroquerie. Ah, c'est une véritable escroquerie avec toujours ce but unique qui a en fait guidé toute son action, c'est-à-dire avoir de l'argent, avoir de plus en plus d'argent, avoir toujours de l'argent. Vous en avez d'autres comme ça? J'en ai d'autres. Les fils, les 2 jumeaux, ont dit que leur mère leur avait demandé par 2 fois de commettre des vols. Alors, la première fois au préjudice de leur propre père et une 2e fois au préjudice de voisins. Donc elle les envoyait voler? Elle les envoyait voler. Elle n'a pas de casier judiciaire pourtant. C'est étonnant. Elle n'a pas de casier judiciaire, sauf une condamnation, je crois, en 98 pour des faits de faux en écriture privée. Mais sinon, un casier judiciaire vierge? Sinon, un casier judiciaire vierge. Geneviève Montillet est maintenant coincée. Contre elle, la juge les écoute, les aveux de ses 2 fils, le témoignage de son ex-mari René. Les policiers ont désormais 2 ou 3 questions à lui poser. Geneviève Montillet est une forte tête. Mais contre toute attente, le 20 janvier, après 24 heures de garde à vue, elle passe aux aveux. À ce moment-là, elle me demande, puisqu'il y avait 3 personnes avec moi, elle me demande de faire sortir les gens. Elle me dit, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Elle me parle de l'accident de la circulation, elle confirme ce qu'avaient dit ses fils, c'est-à-dire qu'elle avait demandé aux jumeaux de trouver quelqu'un, qu'elle avait rencontré cette personne, qu'elle lui avait expliqué qu'il fallait le renverser, qu'il fallait le tuer pour récupérer de l'argent des assurances. Voilà, qu'il fallait le supprimer. Les confessions de Geneviève Montillet ne vont pas plus loin. C'est bien elle qui a commandité l'accident de vélo, elle le reconnaît, mais elle n'a pas tué Éric, plus tard, à la maison. Ses aveux partiels suffisent néanmoins à l'envoyer derrière les barreaux. Elle laisse derrière elle Emmanuelle, la fille qu'elle a eue avec Éric de Vriente. Une adolescente qui doit affronter une réalité terrible. Emmanuelle est partagée quand même. Il faut voir la situation d'un enfant. Certes, son père a été assassiné. Elle a du mal à le croire par sa mère. Donc au début, c'est un travail de longue haleine pour lui faire croire que ce que je raconte, ce ne sont pas des balivernes, mais que c'est la réalité du dossier, que sa mère est un assassin. Après les aveux de Geneviève Montillet et de ses fils, les policiers interpellent l'ami de Fabrice, celui qui est censé avoir renversé Éric sur la route. Yann Baudet est un jeune délinquant de 17 ans. Il a commencé à traîner un peu avec mon frère. Je les voyais de plus en plus ensemble. Ma mère l'invitait à manger, ce qu'elle ne faisait jamais avec d'autres copains. Jamais, jamais, jamais. Et voilà, je le vois de plus en plus, de plus en plus. Moi, je n'ai pas beaucoup d'affinité avec lui, parce que malgré que nous soyons jumeaux, Fabrice et moi, on a eu pas mal de périodes où on avait chacun nos copains. Et donc, je vois très bien en tout cas qu'il se rapproche de lui et que ma mère l'aime beaucoup. À cette époque-là, Yann a complètement rompu avec sa famille. Il a quitté la maison et dort sur la plage. Toxicomane, il vit de petits boulots. C'est une mère, entre guillemets, qui, à la différence de sa mère biologique, lui procure le gîte et le couvert. Et quand vous êtes adolescent, quand vous êtes mineur, que vous êtes à la rue, dans tous les sens du terme, cette femme qui est la mère de ses meilleurs amis, qui lui ouvre sa porte, qui l'accueille, qui lui permet de dormir, qui lui permet de manger, c'est un refuge. C'est un refuge et il va forcément lui faire confiance. Elle a pris Yann sur son aile, surtout parce qu'à mon avis, elle avait repéré que ce serait
le bon pigeon, entre guillemets, dans le sens où c'était celui qui était le plus malléable et qui serait à même, je pense, parce que tout le monde n'est pas à même d'assassiner quelqu'un. Donc déjà, de voler une voiture, tout enfant ne va pas le faire, et encore moins d'aller assassiner un inconnu. Donc je pense que dans le groupe d'amis qu'ils étaient, elle a repéré Yann comme étant le plus proche de ce qu'elle avait besoin. Pour convaincre Yann Baudet de l'aider, Geneviève joue sur sa corde sensible. Elle sait qu'il a été battu par son père. Alors elle prétend qu'elle connaît le même sort. Éric de Vrienne serait violent avec elle. Elle va déployer des quantités d'arguments variés, pertinents, pour le faire changer d'avis. En lui faisant assimiler son compagnon, Éric de Viendres, finalement, à ce père qui a été tant violent avec lui, qu'il a à de multiples reprises rabroué, mis dehors, poursuivi parfois dans la campagne. Il a toujours été fasciné par l'argent, des grosses sommes d'argent qui venaient facilement sans faire grand-chose. Donc je suppose que si on lui a proposé une bonne somme d'argent pour le faire, pour lui c'était quoi, un vol de voiture et conduire, c'était facile et c'était ce qu'il aimait, quoi. Pour faire flancher Yann, elle évoque l'argent des assurances et lui fait miroiter une récompense de 500 000 francs, 75 000 €. En garde à vue, Yann Baudet rentre dans les détails. Geneviève Montillet lui aurait demandé de faire marche arrière après avoir percuté Éric, pour mieux l'écraser et être sûr de l'achever. Geneviève Montillet va lui reprocher, dans les jours, les semaines qui suivent, d'avoir raté son coup. Alors, elle lui demande de finir le travail. Elle va littéralement forcer Yann à venir jusqu'à l'hôpital. Elle va tenter de lui mettre la seringue dans la main, si je peux dire, en lui disant « Tu vas faire ce que je te dis ». Yann refuse. Et alors là, devant les yeux quand même assez stupéfaits du jeune homme, elle sort une seringue de sa poche ou de son manteau et elle va tenter d'injecter une bulle d'air dans la perfusion qui maintient Éric de Viendres en vie. Elle va, de mémoire, s'y prendre à plusieurs reprises, sans résultat. La juge confronte Yann à Geneviève Montillet et ses fils. Yann maintient sa version. Cette révélation brutale dans la salle de confrontation de... Non seulement il y a eu une première tentative, mais il y en a eu une deuxième, qui plus est sur un lit d'hôpital, vers quelqu'un qui était en état de survie. C'est absolument terrifiant. C'est terrifiant, il y a un silence absolument total dans la salle de confrontation au fur et à mesure que Yann raconte cela. Fabrice, lors d'une confrontation devant le juge d'instruction, vous confirmez ce que Yann Baudet a déjà dit, c'est-à-dire que votre mère vous a aussi demandé à vous, Fabrice, d'achever Éric de Vrienne à l'hôpital. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a demandé exactement? Qu'il fallait que j'aille avec elle à l'hôpital pour lui mettre une bulle d'air dans le sang pour qu'il fasse un arrêt cardiaque. Avec une seringue? Voilà, avec une seringue dans sa perfusion. Elle vous l'a demandé, ça? Oui, plusieurs fois. Sans gêne? Alors qu'elle vous a... Sans aucune gêne, puisque elle, ce qu'elle voulait, c'est qu'il soit mort sur le coup. Il n'est pas mort sur le coup, donc elle ne touchait pas ses assurances. Donc il fallait absolument finir le travail. Comment vous avez réagi quand elle vous a demandé ça? Ah, moi, j'ai dit non. Hors de question. Geneviève Montillet est une nouvelle fois mise en examen pour tentative d'assassinat sur Éric à l'hôpital et pour l'avoir assassiné à la maison. Mais maintenant, elle a une nouvelle explication. Éric aurait eu un comportement incestueux avec leur petite fille, Emmanuelle. Je lui ai posé la question, est-ce que ton papa a eu des fois des gestes quelque peu équivoques? La réponse a été assez violente. C'est-à-dire qu'elle m'a indiqué, avec ses mots d'enfant, que son père, quand même, dans ce dossier, il était mort pour rien, qu'il avait certainement souffert dans son être d'avoir été trimballé
Déjà l'accident de la circulation, l'hôpital, après on le ramène, on le finit, parce que c'est ça, on l'a fini. Il m'a dit, vous pensez pas que c'est quand même beaucoup, quand même, pour un seul homme? Et elle m'a nié avec la véhémence de ses 15 ans, en disant, attendez, mon père, il était adorable avec moi. Il n'y avait pas de problème. Les policiers, eux non plus, ne croient pas une seconde à ces accusations de pédophilie. Pour eux, le seul mobile, c'est l'argent. Il leur reste à déterminer le rôle que Valérie, l'autre jumeau, a joué dans cette affaire. J'ai donné beaucoup de versions différentes à la police, parce que pendant des années, ma mère, à chaque peur, entre guillemets, du petit détail qui fera qu'elle se fera attraper, elle nous disait tout le temps, tu diras ça, tu diras pas ci, tu diras ça, tu diras pas ci. Donc nous, on avait une version dans notre tête pendant 1 ou 2 ans, admettons. Après bourrage de crâne, eh ben, on se rappelle plus, et moi je me suis embrouillé moi-même. La juge décide de placer Valérie en détention, où il retrouve son frère Fabrice. À la prison, il n'y a qu'un grillage qui nous sépare. Donc Fabrice me dit, maman est en train... Il crie un peu parce qu'on est quand même séparés par une dizaine de mètres. Maman est en train de nous charger au maximum. Elle dit que c'est nous qui avons eu l'idée, que c'est toi qui étais dans l'appartement, donc que c'est toi qui as achevé Eric. Elle est en train de tout mettre sur notre dos. Ah bon, j'y crois pas mes oreilles. C'est pourtant bien vrai. Geneviève Montillet est en train d'enfoncer Valérie. Elle l'accuse d'avoir tué Eric à la maison. Croyez-vous que c'est lui qui l'a achevé? Elle fait... vu qu'il était dans l'appartement, certainement, oui, c'est lui, sûrement. Il ne vous l'a pas dit textuellement, il ne nous a pas dit j'ai achevé Eric. Non, mais bon, il l'aimait pas du tout, donc comme il était dans l'appartement, c'est lui qui l'a achevé. Alors moi, je la regarde pendant la confrontation, je dis mais maman, ça va pas ou quoi? Je peux plus sortir un mot, je suis bouche bée, quoi. Juste une chose, c'est de me lever, ou bien lui mettre une gifle, ou bien quelque chose comme ça, quoi. Une envie de violence extrême, quoi. J'y croyais pas mes oreilles. J'en croyais pas mes oreilles. Eric achevé par Valérie, parce que Valérie ne l'aimait pas. C'est insoutenable. Il nous a jamais engueulé, il nous a jamais vraiment grondé, je sais pas comment vous dire. Moi, j'avais le sentiment que c'était un homme gentil et je l'aimais bien. Interrogée par la juge, Geneviève Montillet ne s'arrête pas là. Elle a une nouvelle version. Finalement, c'est Fabrice qui a eu l'idée du meurtre, Fabrice qui a eu l'idée de l'accident de vélo. Désormais, elle se dit totalement innocente. Et la coup de massue sur la tête de Fabrice, sa mère revient sur ses aveux et dit, moi je n'ai rien fait. En fait, le vrai criminel dans ce dossier, c'est mon fils. Il a fallu que je m'interpose entre une mère et son fils dans un contexte on ne peut plus particulier, entre plusieurs policiers qui, quelque part, avaient été aussi surpris que moi. Fabrice, il va aussi y avoir une confrontation, toujours dans le bureau du juge, au cours de laquelle non seulement elle va nier être l'instigatrice de cet assassinat, mais au cours duquel elle va vous accuser, vous, Fabrice, d'avoir tout monté. Oui. Comment elle formule ça? Ça se passe comment? Elle me fait porter le chapeau. C'est moi qui ai monté le coup, presque. C'est pas presque. Elle fait croire que je monte le coup, à 17 ans. Oui, elle dit, moi j'ai rien fait, c'est pas ma propre initiative. Voilà, presque, je lui ai mis le couteau sous la gorge pour lui faire signer des assurances vie à 17 ans. Voilà, elle nous met tout sur le dos, quoi. Elle me met les assurances vie sur le dos. Comment est-ce que vous vivez ça, vous? Je lui saute dessus, presque. On me retient, je lui saute dessus. J'en revenais pas. Je me dis, c'est excusez-moi, la pire des pourris. On ne peut pas faire ça à ses enfants, quoi. On peut pas... Une fois qu'on est attrapé, il faut avouer, quoi. Il faut assumer. Il faut assumer, exactement.
Vous manifestez votre colère? Exactement. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, mais tu te rends compte un peu, là? Qu'est-ce que tu crois que... On va te croire? Qu'est-ce que tu crois? C'est monstrueux, non? C'est monstrueux. C'est diabolique. Pour sauver sa tête, elle charge ses enfants au risque de les envoyer pour des années en prison. On est dans une sorte d'assèchement de l'amour maternel. C'est là où on peut effectivement parler d'une instrumentalisation, mais pour avoir atteint ce niveau d'instrumentalisation, il faut tout de même présenter un certain égocentrisme, c'est-à-dire avoir une vision de soi extrêmement monolithique et qui n'a absolument plus... Enfin, il n'y a plus d'échange sur le plan affectif. Quant à sa fille, elle l'a purement et simplement escroquée. Emmanuelle était héritière du père d'Éric, son grand-père. Quand il est mort, elle a hérité de 450 000 francs, 68 000 euros. À l'arrestation de sa mère, elle a déchanté. Emmanuelle me parle de l'héritage en me disant, bon ben si j'ai plus ma mère, de toute façon, je suis quand même un petit peu à l'abri du besoin, parce que mon grand-père est décédé, m'a laissé un petit héritage et je pourrais rebondir et commencer dans la vie. Et à ce moment-là, je suis bien obligé de lui dire que l'héritage, il a fondu comme neige au soleil. Réaction de l'enfant, colère, incompréhension. Ma mère m'a supprimé mon père, elle me supprime aussi mon avenir. C'est dur, surtout quand vous avez 15 ans. Sur son compte, il reste 1 euro. Elle était outrée. Et je crois peut-être que c'est à ce moment-là où la fille s'est séparée de la mère. Ses fils vont en faire autant. J'ai quand même, avant toutes ces histoires, de très bons souvenirs avec elle. C'était quand même ma petite maman, quoi. Elle nous aimait, je pense, quand même. Mais oui, c'est dur de se dire qu'elle nous a manipulés comme ça, quoi. Mais non, je veux plus rien avoir à faire avec elle. Elle a démontré que, eh bien, ses enfants, si quelque part ils pouvaient lui servir à telle ou telle fin, eh bien, elle s'en servirait, quitte à faire de ses enfants ses pires ennemis. Après 2 mois de préventive, Valéry a été relâché et écarté de cette affaire. Il a bénéficié d'un non-lieu. Ils sont donc 3 à comparaître devant la cour d'assises. La cour d'assises des mineurs, puisque Yann et Fabrice, les complices de Geneviève Montillet, avaient 17 ans au moment des faits. Les 2 garçons comparaissent libres. Ils ont déjà fait 3 ans de détention provisoire, ce qui est le maximum pour des mineurs. Juin 2003. Plus de 10 ans après les faits, le procès s'ouvre devant la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes. Geneviève Montillet a alors 58 ans. Son avocat comprend tout de suite qu'il va devoir faire face à une opinion publique très hostile. Lorsqu'elle est entrée dans la salle de la cour d'assises, lorsqu'elle s'est positionnée dans le box, je pense que, assez naturellement, les jurés voyaient effectivement celle qui avait été schématisée, stigmatisée comme la diabolique d'Antibes. Les 2 autres accusés sont Yann et Fabrice. Ils sont libres, alors qu'ils encourent la prison à perpétuité pour complicité d'assassinat. Très vite, l'audience tourne en leur faveur. Ils sont libres, ils sont assis à nos côtés. Même, je dirais que symboliquement, visuellement, je crois que nous donnons l'impression que la vérité est de notre côté. Au moment où les jurés prennent leur place, à l'instant où le jury finit d'être composé, symboliquement, les rôles sont déjà bien distribués. Et les avocats des 2 jeunes complices vont réussir à faire passer le message. Oui, Yann et Fabrice sont coupables, mais ils sont aussi et peut-être avant tout victimes de Geneviève Montillet, qui a su profiter de leurs faiblesses respectives. Ce sera leur ligne de défense. Il a fait une plaidoirie très, très poignante en retranscrivant toutes les violences dont Yann a été victime, que ce soit par mon père, plus le côté d'être dans la rue, toutes ces anecdotes qui ont fait que ça a été très poignant. Ça a vraiment, on va dire, ça a retourné toute la salle parce qu'on était beaucoup à pleurer, on était vraiment très émus, très, très pris, on va dire, pris à la gorge par cette plaidoirie. Les avocats de Yann et Fabrice ont réussi à émouvoir tout le monde,
y compris les avocats de la famille de Vriente. L'ensemble des avocats intervenant aux intérêts des diverses parties civiles a eu une attitude très sympathique, on va dire le mot, sympathique vis-à-vis des deux jeunes. L'avocat de Geneviève Montillet sent bien que Yann et Fabrice ont gagné la faveur de la salle, tandis que sa cliente prend le titre de mère indigne. Maître Philippe Soucy, vous devenez l'avocat de la maman d'Éric de Vriente à la fin de l'instruction et au moment du procès. On a cette expression, la diabolique d'Antibes, mais on l'appelait vraiment comme ça à l'époque, Geneviève Montillet. Il y a une attente de voir la diabolique dans le box. Je ne sais pas si le diable a à voir avec tout ça, mais ça a marqué les esprits parce que il faut se rappeler que sont impliqués ses propres enfants, en tout cas devant la cour d'assises, l'un de ses fils, l'ami de l'un de ses fils, et ce qui frappe dans ce procès, au point parfois qu'on a dû rappeler du côté des parties civiles qu'il fallait parler de la victime, Éric de Vriente, mais c'est qu'on est devant une cour d'assises avec des accusés qui sont véritablement des victimes. Au moment de plaider, l'avocat de Geneviève Montillet tente de réhabiliter sa cliente dans son rôle de mère. Je crois qu'il n'est pas possible de dire qu'elle n'aimait pas ses enfants. Je crois qu'il n'est pas possible de dire qu'elle ne nourrissait pas à leur égard des sentiments. Je crois par contre que sa vie a été extrêmement difficile, qu'elle a peut-être forgé un caractère qui fait que l'expression de ce qu'elle pouvait ressentir à l'égard de ses enfants, qu'ils soient les jumeaux ou sa fille, était déformée par ça. Mais on ne peut pas condamner, à mon sens, une mère à l'aridité des sentiments à l'égard de ses enfants. Dans le box, Geneviève Montillet cache son regard sous d'épaisses lunettes. Elle évite de croiser le regard de ses fils, qu'elle n'a pas vu depuis 3 ans. Pendant le procès, moi je regardais ma mère. Je voulais absolument qu'elle croise mon regard. Mais elle avait la posture du penseur de Rodin. Elle ne regardait personne. Et à chaque fois qu'on l'incriminait, c'était un hochement de tête. C'était comme si tout le monde était contre elle. Mais jamais j'ai croisé son regard. Elle n'a regardé personne de sa famille. Elle faisait la victime. Elle était là. On se demandait pourquoi presque. Emmurée dans ses mensonges, arc-boutée sur sa position de victime. Elle a demandé à ses avocats de plaider l'acquittement. Logique, puisqu'à aucun moment, elle n'a amorcé le début d'un aveu. C'était toujours la faute des autres. Et tout le monde mentait. De temps en temps, elle se levait, elle était outrée, et s'adressant à quelqu'un qui était à la barre, « Vous mentez, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça s'est passé. » Tout le monde était menteur. Elle avait tout le temps la vérité. Elle a toujours eu la vérité, d'ailleurs, surtout. Et elle a toujours pris les gens pour des imbéciles, et elle avait un énorme complexe de supériorité. Sa vérité doit être la vérité, c'est-à-dire on ne l'a pas comprise, on ne la comprend pas. C'est le côté, si vous voulez, mégalomaniaque, non pathologique de la personne qui estime avoir raison. J'ai raison, je me persuade d'avoir fait beaucoup pour mes enfants, j'allais leur donner, tout le monde allait en profiter, etc., etc., sans en obérant tout à fait l'aspect criminel de l'entreprise. Bruno Albouy, vous êtes avocat général au procès de Geneviève Montillet. Quel va être votre réquisitoire à son encontre? Alors mon réquisitoire va être, comme c'est assez fréquent en matière d'assises, quand on requiert devant une cour d'assises, va être de tenter de démontrer une culpabilité. Particulièrement dans ce dossier, parce que Madame Montillet conteste tous les faits. Donc il faut démontrer, que c'est elle. Il faut démontrer que c'est elle, il faut démontrer qu'il y a un faisceau d'éléments qui convergent vers elle, et il faut d'autant plus le démontrer que le corps a disparu, que Madame Montillet l'a fait conformément à la volonté exprimée par Monsieur de Vriente, l'a fait incinérer, donc on n'a pas de corps, on n'a pas déterminé la manière dont Madame Montillet a tué son compagnon. Donc il va falloir
faire un effort pédagogique. Faire une démonstration. Faire une démonstration. Mais au-delà, montrer qu'elle est plus responsable qu'elle n'en a l'air. Montrer qu'elle est manipulatrice, montrer qu'elle a remonté ses enfants, je suppose. Oui, responsable, elle est pénalement responsable, mais il faut, effectivement, vous avez raison, démontrer que ce qu'elle a commis procède aussi de cette manipulation qui est un élément constant de sa manière d'être. Vous demandez combien ? Alors, elle encourt la peine, la réclusion criminelle à perpétuité, on est en matière d'assassinat, tentative d'assassinat, et je vais requérir contre elle 30 années de réclusion criminelle avec une peine de sûreté des 2/3. Combien demandez-vous pour Yann et pour Fabrice ? Alors, contre Yann Baudet et Fabrice, je demande une peine de prison comprise entre 5 et 8 ans, étant précisé que tous les deux sont mineurs, qu'ils bénéficient de l'excuse de minorité, que je considère qu'ils peuvent en bénéficier et que je considère que le dossier a démontré que Madame Montillet les avait manipulés et qu'ils étaient deux jeunes, tous les deux toxicomanes, lourdement toxicomanes, en errance, et qu'ils ont été purement et simplement des objets entre les mains de cette femme. Fabrice, comment ça se passe au procès ? J'imagine qu'au procès, vous cherchez à capter son regard quand même. Toujours, puisqu'on est sur les bancs des accusés et ma mère est sur ma gauche. Donc je l'ai en face à face, elle me regarde jamais. Pas un regard ? Non. Pas un sourire ? Non, quand elle va entendre mon avocat parler, elle va hausser les épaules, elle va faire du genre n'importe quoi, mais elle cherche pas mon regard une seule fois, quoi. Qu'est-ce que vous espérez, vous, de ce procès ? Qu'est-ce que j'espère ? Que tout soit vite terminé, que tout soit clair, qu'on soit jugé et qu'on termine cette histoire au plus vite. Et qu'elle assume publiquement sa part de responsabilité. Et qu'elle assume. Moi, j'étais persuadé qu'elle allait assumer, que ça y est, au procès, tout était réglé, la juge Maugendre avait bien fait son travail, tout était clair, et voilà, qu'elle allait pas continuer à mentir. Quelle peine est-ce que votre mère mérite, selon vous, au moment où les jurés se retirent pour délibérer ? Je suis pas juge, ça je peux pas vous répondre, Si, qu'elle prenne le maximum pour avoir essayé de tuer mon père et d'avoir essayé de me manipuler, de raconter, de faire croire que c'est moi en fait qui ai monté le coup avec Yann. J'espère qu'elle ressort plus sur le moment. Voilà. Qu'elle prenne le max, quoi. Qu'elle prenne le max. Le max, c'est aussi ce qu'attend Valérie. Je me dis, il faut pas qu'elle ressorte. Faut pas qu'elle ressorte. Elle recommencera. J'en suis absolument convaincu, ça. Donc, j'espère qu'elle prenne le maximum. C'est malheureux à dire, c'est ma mère, mais c'est comme ça. J'espère qu'elle prenne le maximum et qu'elle nous laisse tranquille. Je veux plus la voir, moi. C'est terminé. Je veux plus entendre parler. Après une semaine de débat, le verdict est clément pour Fabrice et pour Yann. 5 ans de prison ferme. Dans l'assassinat d'Éric de Vriente, Geneviève Montillet, elle, garde le premier rôle. Certes, on ne sait pas comment les choses se sont finies. Comment a-t-elle finalement tué Éric de Vriente ? A-t-elle injecté à son compagnon une surdose de médicaments ? Ou pire, la drogue de ses fils ? Malgré cet inconnu, les jurés la reconnaissent coupable. Coupable d'avoir organisé l'accident de vélo du 1er novembre. Coupable d'avoir tenté de tuer Éric de Vriente à l'hôpital. Coupable d'y être finalement parvenu à son domicile le 15 janvier. Il la condamne à 25 ans de réclusion criminelle. Pour tout ce qu'elle a fait, pas ce qu'elle a essayé de me faire, c'est-à-dire de m'éliminer. Ça, je m'en fiche. Mais ce qu'elle a fait aux jumeaux, eh bien, je ne lui pardonnerai jamais, absolument jamais. Et quand j'ai entendu la sentence, les 25 ans de prison, eh bien, je me suis dit, franchement, elle les a pas volés, quoi. Hein. Maître Soucy, lorsque tombe le verdict, 25 ans pour Geneviève Montillet, 5 ans pour son fils Fabrice et 5 ans pour Yann Baudet,
comment est-ce que réagit votre cliente, la maman d'Éric de Vriente? Ça n'était pas une partie civile vindicative. Elle n'avait pas l'idée de ce que devait être une peine juste. Elle considère tout simplement, par rapport à cette peine de 25 années, que la justice est passée. Elle n'a pas donc de regret que le fils ne prenne que 5 ans pour une complicité de meurtre, c'est peu. Aucun, et j'ai été moi-même parfaitement d'accord avec ma cliente sur ce point. En tant qu'avocat de la partie civile, je me suis souvent pris à avoir envie de le défendre pendant le procès parce que, véritablement, il était une victime de sa mère, qui a commis un acte évidemment grave, le concernant, de complicité d'assassinat, mais c'était d'abord une victime. Lorsque s'achève ce procès, elle a quoi comme sentiment à l'égard de Geneviève Montillet? Elle en sort avec un regret profond, qui est celui de n'avoir rien entendu de la part de l'accusé, en particulier aucune explication. Ça a été d'ailleurs très frappant de voir que Geneviève Montillet s'est beaucoup battue pendant l'instruction, y compris jusqu'à écrire des lettres de 100 pages à son juge, et s'est véritablement effondrée devant la cour d'assises. Elle ne s'est pas défendue, je crois que l'accusation était extrêmement lourde, les éléments étaient accablants. Je crois qu'elle est intelligente, elle s'est aperçue d'elle-même que son système de défense tenait pas la route. Mais est-ce qu'à la fin, au moins, la maman de M. de Vriente sait pourquoi Geneviève Montillet a tué son fils? Oui, elle le sait, mais elle le sait depuis déjà un bon moment. Elle l'a tué pour l'argent. Quand vous la voyez partir, Fabrice, votre maman, après l'énoncé du verdict, vous vous dites quoi? Ouf, tant mieux. Enfin terminé, comme je vous ai dit. Et puis, qu'elle fasse sa peine et qu'elle réfléchisse. Voilà. Et est-ce que vous vous dites, on se reverra jamais plus? Moi, c'est ce que j'espère. Dans ma tête, c'est ce que j'espère. Mais elle va sortir et elle va tout faire pour nous revoir. Vous y pensez souvent, quoi? Pas souvent, parce que j'essaie d'y penser le moins souvent. Maintenant, j'essaie de mettre ça derrière moi, au maximum. Ce qui n'est pas possible, ça sera à vie, je le garderai à vie, toute cette histoire. Mais oui, j'espère ne plus jamais la revoir. Geneviève Montillet n'a pas fait appel de sa condamnation. Quant à Yann Baudet, le jeune garçon qui conduisait la voiture, il est toujours en prison, car en 1998, plus de 5 ans après avoir tenté d'écraser Éric de Vriente, il a tué celui qui le battait quand il était enfant, son père.